Arpad Bella longe une route qu'il ne connaît que trop bien. Sous le régime communiste, cette frontière entre la Hongrie et l'Autriche était l'un des symboles de la division Est-Ouest. Arpad Bella fut garde-frontière en ce lieu durant 23 ans. C'est lui qui était de service côté hongrois le 19 août 1989 lors du pique-nique pan-européen qui ouvrit une première brèche dans le rideau de fer. Au prétexte d'un pique-nique géant, la frontière fut ouverte quelques heures. Des centaines d'Allemands de l'Est réfugiés en Hongrie se précipitèrent pour la franchir et Arpad Bella décida de les laisser faire. La chute du mur était une conséquence logique de ce qui s'est passé en Hongrie, parce que cet événement a fait la une dans le monde entier. Si la RDA se vidait de ses citoyens par la Hongrie, cela voulait dire qu'il y avait déjà deux pays qui étaient impliqués. Et puis en Pologne et en Tchécoslovaquie, la réforme était aussi avancée qu'en Hongrie, ce qui contribua à l'effondrement du système soviétique et du bloc satellite. Mais à l'époque, on n'envisageait pas cela sérieusement. Ce n'était qu'un rêve. Un rêve devenu réalité. Le 9 novembre de la même année, le mur de Berlin tombait et tout comme la frontière hongroise, la voie des réformes était ouverte. Durant les années 90, la Hongrie fut considérée comme un élève modèle par l'Union européenne, l'OTAN et le FMI. Les investissements affluèrent, l'économie hongroise fut l'une des plus rapides à se transformer. Mais depuis 3 ans, l'état de grâce est révolu et la chute vertigineuse, la dette de l'État représente aujourd'hui 73% du PIB. Sur 10 millions d'habitants, moins de 4 millions font partie de la population active et la moitié d'entre eux gagnent le salaire minimum. La crise économique a rendu la situation si précaire qu'au printemps, le Premier ministre hongrois, qui a depuis démissionné, s'inquiétait de l'émergence d'un nouveau rideau de fer de nature économique cette fois, si l'Europe de l'Ouest n'accordait pas un plan d'urgence de 200 milliards d'euros à ses partenaires de l'Est. Une demande rejetée. Pour cet économiste, la classe dirigeante hongroise a sa part de responsabilité. Ce sont 20 années d'occasions manquées, à commencer par le tout début. La classe politique n'a pas dit la vérité aux gens sur la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions. À l'époque où je faisais partie d'un groupe d'experts qui conseillait les deux grandes formations d'opposition du mouvement, les libéraux et les conservateurs, nous leur avons dit « Vous devez dire aux gens que le pays est ruiné, qu'une reprise immédiate n'est pas possible, qu'on ne peut pas réappliquer la politique de reconstruction d'après-guerre. » Mais les hommes politiques se sont dérobés, ils n'ont pas dit la vérité aux gens. Ce nouveau rideau de fer était une crainte plutôt qu'une réalité. Il ne s'est pas matérialisé. La crise, elle, est pourtant bien là. Dans la ville de Kiskunhalas, l'usine de jeans Levi's était depuis 1988 une source de fierté. Aujourd'hui, le site est à l'abandon. Etelka et Ainalka étaient ouvrières dans cette usine. Pour la première fois depuis sa fermeture en juin, elles reviennent sur leur ancien lieu de travail et disent leur amertume. J'ai travaillé ici pendant 19 ans. J'aimais beaucoup l'ambiance. C'est la première fois que je reviens ici depuis la fermeture. Et ça fait mal. C'est la faute du gouvernement, parce que les charges sont trop lourdes et les usines ferment les unes après les autres. L'usine Levi's employait 550 personnes. Elle est devenue un symbole de la crise qui a coûté à la Hongrie plus de 30 000 emplois en un an. Si sa fermeture est aussi douloureuse, c'est également parce que la Hongrie a une histoire particulière avec le jean. À l'ère communiste, les jeans étaient importés au marché noir, mais ils étaient aussi produits localement. Guion Delusa a même consacré une chanson au blue jean, symbole de l'insoumission et de la liberté retrouvée, une chanson fredonnée par les Hongrois dans les années 90. Pour moi, les jeans, c'était tout. Je les aimais, surtout mes jeans déchirés.
Partout où je regardais, pas seulement dans la rue, mais aussi sur scène, les gens portaient des jeans. C'était devenu très à la mode et il fallait suivre le mouvement. 20 ans après, l'économie de marché cristallisée dans le denim fait pourtant débat. Cette boutique de jeans de la marque Trapper à Budapest est la dernière. Son propriétaire est fier de ses produits de fabrication hongroise commercialisés depuis 1978. L'ironie, c'est qu'il vendait bien plus de jeans avant la chute du communisme. Pour lui, la transition n'est pas achevée, loin de là. En un mot, ce que l'on appelle aujourd'hui le changement de système politique n'a pas encore abouti. Nous n'en voyons pas encore le terme, mais on attend de voir ce qui va se passer. Dans son appartement de Kiskunhalas, Etelka s'interroge sur son avenir. À plus de 50 ans, difficile de retrouver un emploi. Elle repense avec nostalgie à son travail chez Levis, mieux payé et exercé dans de meilleures conditions que la moyenne, dit-elle. Comme beaucoup de Hongrois, elle juge sévèrement les responsables politiques. C'est la faute des hommes politiques qui se querellent et qui considèrent leurs intérêts personnels plus importants que ceux des citoyens. Ils devraient plutôt s'occuper des gens, veiller à ce qu'ils ne se retrouvent pas sans travail, à la rue. Un appareil politique et un État qui ne soutiennent plus leur peuple, cette vision, la Hongrie n'en a pas l'apanage. Mais ici, 80% des personnes interrogées persistent dans leur conviction que l'État doit veiller au bien-être de tous, le point de vue de cet analyste. Peut-être que c'est la frustration de la transition. Nous nous attendions à quelque chose d'autre. Nous espérions un pays riche sans que nous ayons à travailler pour cela. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas changé, qui devrait changer ou qui n'a que très légèrement changé. Il s'agit de la façon dont la société civile et l'État communiquent. Or, je pense que la société civile est encore inexistante ici. Pour de nombreux Hongrois, 20 ans après l'effondrement du rideau de fer, la commémoration est aigre-douce. Entre fierté et nostalgie, on vit au jour le jour les accomplissements et les déceptions de la transition.